Bonjour, je devrais dire bonsoir, il est 21h20. Petite vidéo improvisée sur un sujet qui m'est venu à l'idée parce que j'ai vu une publicité. Alors bon, on vient de voir là, évidemment, là j'ai été 10 fois trop lent. Là, Poulout a fait un voyage éclair. Qu'a-t-elle vu? Je ne sais pas. Ce qui est visible, c'est le sieur Goliath qui est impatient. Et je voulais quand même vous montrer quelque chose de mon jardin avant de nous lancer dans la vidéo proprement dite. Je suis assez fier de mon thym sauvage. J'en ai prélevé un petit peu, là où il y en avait énormément. Et alors, regardez comme il va super bien. Il est bien en fleurs. Et alors, ça sent, c'est incroyable. Ah, voilà la pouloute. Est-ce que vous la voyez? Vous l'avez vu? Vous avez vu cette course? Je ne suis pas certain que j'ai centré. Puis alors, j'ai un truc incroyable. Je viens de me rendre compte de l'espèce. J'ai de la molène noire. C'est de la molène noire. Bon, elle est en bouton, hein, qui pousse dans un pot où en fait, là aussi, j'ai planté du thym sauvage. Mais c'est pas le thym qui domine, c'est cette molène noire que quelqu'un qui entretenait la terrasse pour bien faire m'avait arraché. J'ai hurlé comme un possédé. Heureusement, la racine était toujours là. Et elle a très bien redémarré. Alors, c'est une magnifique plante qui grimpe à des hauteurs assez significatives. Je l'arrose très bien quand il fait très sec. Heureusement, hier, il a plu. Après un mois sans pluie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, nous sommes quoi? Nous sommes le 23 juin, voilà. 21h, presque 30. Et alors, la publicité qui explique cette vidéo surprise, qui n'était même pas prévue il y a quelques heures, c'est une publicité assez délirante que j'ai vue, horrible, infecte. Oh, elle est en forme, hein, la pouloute. Est-ce que vous avez vu cette pouloute-là? Elle est incroyable, cette chatte. Et une publicité pour du dentifrice. Alors, vous savez, c'est des publicités qui me viennent comme ça, sont pas sollicitées. Mais bon, vous savez, les publicités, vous allez sur Internet, ça vient de partout et tout le temps. Et c'est pour un dentifrice qui, tenez-vous bien, est meilleur que n'importe quel autre. Pourquoi? Parce qu'il est bifluoré. Bifluoré. Elle est bien bonne, hein? Et donc, Goliath se cogne un peu parce qu'il ne va pas bien. Enfin, il s'oriente quand même correctement. Et puis quand je vois venir un danger, j'interviens. Sinon, je le laisse faire. Il faut qu'il améliore son autonomie, ce qui est en train de se passer. Il parvient à trouver son bol d'eau maintenant. Parce que, bon, le pauvre, quand il a vraiment commencé à perdre l'essentiel de sa vue, il ne trouvait plus son eau. Maintenant, il la trouve. Il fait un chemin 3 fois trop long, tout un U au lieu de la ligne droite, parce qu'il a ses repères et il y arrive. C'est très mignon. Donc, publicité pour un dentifrice. Bon, maintenant, je me tiens à mon sujet. Assez chipatouillé avec des trucs naturels qui indisposent. Certains. Et ce dentifrice soi-disant bien meilleur que les autres, eh bien, pourquoi, comment? C'est un marketing particulièrement immonde. Il est meilleur parce qu'il est, tenez-vous bien, accrochez-vous au bastingage, il est bifluoré. Ah oui, bifluoré, vous vous rendez compte? Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, qu'il soit fluoré, je veux bien imaginer. Donc, attention, il est bifluoré. Donc ça, je vous dis tout de suite, puisque vous allez commencer à découvrir le sujet de la vidéo que, bon, vous avez vu sur le cartouche, évidemment. Enfin, c'est forcé que ce cartouche qui n'est pas encore fait vous donnera le titre, évidemment. Mais moi, je découvre, j'improvise. Okay, j'improvise totalement aujourd'hui. Parce que je suis en rage avec cette publicité totalement ridicule. Ce truc fluoré, a fortiori bifluoré, c'est de la merde. Ok? Total. Absolument total. Jamais touché cette... J'ai dit une fois, c'est bon. Alors, les dentistes seront fâchés. Mais si vous voulez, c'est toujours le même problème. Les dentistes s'occupent de l'émail.
Alors moi, je veux bien admettre que, voilà, il y a plein d'études qui disent que le fluor est bon pour l'émail. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir un bon émail dentaire. Le problème, c'est que le fluor, particulièrement chez les gens déficitaires en iode, mais il y en a plein, c'est la majorité, c'est un problème gigantesque parce que les gens ne mangent pas assez de produits de la mer, ils sont éloignés de la mer, les sols sont pauvres en iode dans cette région du monde, hein, avec les glaciations du quaternaire. Et quand il y a un déficit en iode, eh bien, le fluor prend la place. Et toutes les structures thyroïdiennes qui sont iodées, y compris, si vous voulez, tout ce qui prépare la fabrication des hormones, hein, parce qu'on parle toujours de la T3, de la T4, mais dans la thyroïde, il y a de la T1, de la T2 qui sont des intermédiaires sur le cheminement aboutissant aux synthèses des vraies hormones. Donc je vous rappelle, dans la thyroïde, c'est 20% T3 et 80% T4. Et toutes ces synthèses hormonales se font sur une protéine échafaudage qui est la thyroglobuline, qui d'ailleurs peut faire l'objet d'attaques auto-immunes sur les fameux anticorps, auto-anticorps anti-thyroglobuline. Et donc, cette protéine échafaudage sert à, clipser l'iode sur un acide aminé qui est la tyrosine. Et d'ailleurs, bon, je vous l'ai déjà dit maintes fois, les deux constituants des hormones thyroïdiennes, il y a deux building blocks, c'est l'iode et la tyrosine. Tyrosine qui est un acide aminé, TYROSINE. Pas d'H. Hein. Thyroïde, il faut un H. Tyrosine, il faut pas d'H. Mais les deux s'écrivent avec un Y dans la première syllabe. Et donc vous avez cette protéine échafaudage avec plein de tyrosine, une densité de tyrosine sur cette protéine qui est tout à fait anormale, tout à fait exceptionnelle. C'est vraiment fait pour. Hein. Bon, tout ça est vachement bien fait. Et alors, l'iode qui est incorporé dans la thyroïde avec une protéine transporteuse spécifique, éclipsée sur ces tyrosines. Et là-dessus, vous avez des prémices de T1 et de T2. Ah, et puis alors, il y a la thyroperoxydase qui associe ces tyrosines, et il faut 2 tyrosines pour faire une hormone thyroïdienne, et alors elles contiennent 1 ou 2 atomes d'iode, ce qui vous donne des T3 et des T4. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, alors, c'est pas une vidéo sur la thyroïde, bien que, oui, je dérape facilement sur cette fameuse thyroïde. Mais c'est très important, hein, puisque c'est l'hormone l'unique hormone qui a des récepteurs et donc des cibles dans toutes les cellules de l'organisme. Et cet iode, s'il est un peu rare, un peu déficient, et même s'il ne l'est pas, peut être substitué par du fluor. Ce qui évidemment fout le bazar total dans ce mécanisme extraordinairement complexe et précis et subtil que je viens de vous expliquer. Avec du fluor, ben, c'est foutu. L'affaire est foutue. Bon, écoutez, alors, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez aller sur PubMed. Aujourd'hui, je n'ai pas fait au bureau avec des études PubMed. Il y en a marre, il fait bon. Il fait frais le soir. Les petits œils optiques sont en pleine forme, on en profite. Le sieur Roxo est en balade, je ne sais pas où. Bon, on va peut-être le croiser en descendant. Donc, je vous shoote ça sans les études, mais les études sont là, elles sont abondantes. Il y en a en Angleterre qui sont absolument emblématiques, qui vous disent tout de ce problème. Je les ai d'ailleurs mises, enfin, pourquoi je dis au pluriel? Il y a une étude tout à fait qui démontre tout en une fois. C'est une comparaison des zones en Angleterre où l'eau est fluorée ou pas. Donc là, il y a un code, si vous voulez, couleur,
avec les registres du NHS et le nombre de cas de thyroïdite auto-immune enregistrés par le NHS. C'est très très simple. Donc les Hashimoto. Les zones où les os sont fluorés, ils sont bourrés d'Hashimoto, de patients Hashimoto. Et les zones où l'eau n'est pas fluorée, il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute de protéger l'émail de vos dents si c'est pour vous augmenter le risque d'une thyroïdite auto-immune, maladie de Hashimoto, qui est loin d'être bénigne, qui affecte tout l'organisme, qui est parfois très difficile à maîtriser, à corriger, à compenser. Les traitements hormonothyroïdiens sont souvent assez délicats à trouver exactement le bon cocktail et les bonnes doses. Je vous renvoie évidemment pour ça à toutes mes vidéos sur le sujet. Il y en a plein, il y en a eu beaucoup récemment. Et donc, voilà, fluor, non merci. Bon. Alors, je voulais quand même vous donner un exemple, parce que, vous voyez, c'est vrai que c'est dérangeant. Ah oui, mais le fluor est bon pour l'émail. Alors, que fait-on? On bousille la thyroïde pour le plaisir d'avoir un bon émail. Mais la réponse est non. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Si quelque chose est bon pour un organe, un élément, un tissu, et mauvais pour un autre, on pèse le pour et le contre, et je dirais que c'est la fonction primordiale qui l'emporte. Ce qui est mauvais pour la fonction primordiale, tant pis, on se passera de ce qui est bon pour l'émail. Bon, on n'a pas non plus dit que sans supplémentation fluorée, il n'y avait pas d'émail. Hein. Bon, ouais. N'allons pas non plus vers un catastrophisme si on ne supplémente pas du fluor. Il y a du fluor dans notre environnement, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en remettre. Voilà ma position. Bon, alors, on est donc dans la bouche. Hein. On est dans la bouche, on a parlé des dentifrices fluorés, que moi j'aborde. J'ai un dentifrice non fluoré depuis des années. Je ne cite pas de marque, donc vous ne saurez pas quoi, ça ne sert à rien de me le demander en commentaire. Mais bon, vous trouverez ça très facilement, il y en a toute une gamme, notamment en magasin bio, etc. Oh, Goliath, non, pas à la Grand Rue, mon Goliath. Il y a la pouloute, pouloute, non, hey. Vous voyez, ça c'est ma police Grand Rue. Vous voyez, vous avez vu, hein? J'ai crié et elle file. Pouloute, non. Allez, vite. Vous voyez comme elle obéit, hein, cette petite pouloute. J'adore la pouloute. Oh, c'est un charme. C'est une merveille, cette petite chatte. Allez, Goliath. Et Goliath, il sait hein, qu'il ne peut pas, quand il y a les chats, il comprend qu'il doit redescendre. Hein. Il redescend, vous avez vu ça? Ils sont drillés, hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la bouche qui pose problème? Ben, évidemment, le mercure dans les amalgames. Bon, ça, on ne fait plus maintenant. Hein, c'est plutôt des matériaux composites, je ne sais pas quoi. Mais bon, il y a du mercure dans certaines bouches, hein, évidemment. Notamment, il y en a pas mal dans la mienne. Et c'est intéressant à discuter aussi parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on les laisse? Bon, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Moi, je n'ai rien enlevé. Bon, certains sont disparus tout seuls. Je les ai bien laissés faire calmement. Je crois que quand on les enlève de manière invasive, on libère beaucoup de mercure. Je pense que c'est pire que bien. Enfin bon, écoutez, je ne suis pas dentiste, c'est pas mon sujet expert. Je ne vais pas trop mouiller là-dedans. Ce que je vais quand même en profiter pour vous dire avec cette histoire de mercure, c'est que quand on a beaucoup de mercure dans la bouche, comme c'est mon cas, et surtout à une époque, bon, maintenant j'ai
perdu spontanément pas mal de ces amalgames, et c'est pas plus mal. Je dis pas que ma mastication est parfaite, mais je ne m'en plains pas. Et alors, j'ai évidemment testé mon mercure régulièrement. Je n'ai pas de mercure dans le sang, je n'ai pas d'intoxication au mercure, pas du tout. Alors que je n'ai pas l'isoenzyme glutathion S-transférase M1, GST-M1, chez moi c'est nul, je suis homozygote variant. Donc je n'ai pas le meilleur outil pour détoxifier le mercure. Ma COMT est hétérozygote. COMT, catécholométhyltransférase. Donc j'ai une mauvaise capacité de détoxifier les métaux lourds en théorie, mais j'ai une thyroïde bien réglée, merci, et je pense avoir des intestins bien réglés, et donc évitant des dysbioses fâcheuses. Or, qu'est-ce qui est passé mon chien? Ouf. Alors là, il est bien chez les gens. Goliath, c'est ici que ça... Goliath! Bon, enfin, au moins là, il risque pas de se faire écraser par la voiture qui arrive. Et la pouloute est très très peureuse, très très prudente, donc je me tracasse pas. Voyez. Donc, cette histoire de métaux lourds, c'est complexe. Ce serait évidemment mieux d'avoir une bonne glutathion S-transférase et une COMT optimale qui serait homozygote sauvage. La mienne est hétérozygote. C'est les homozygotes variants, évidemment, qui sont les plus mal lotis. Le COMT hétérozygote perd 50% de sa capacité. Homozygote variant perd 75-75% de sa capacité. Donc moi, j'ai 50% du COMT, je n'ai pas de GST-M1, et je m'en sors quand même bien avec cette histoire de mercure. Donc c'est très intéressant ça. Pourquoi ? Parce que je vous explique finalement ce qui se passe avec ces métaux lourds, qui est absolument fondamental. Si vous n'avez pas de dysbiose ou peu de dysbiose, vous n'organifiez pas le mercure. Donc quand le mercure se détache des amalgames et est absorbé et descend le tube digestif, le mercure pur, en tant que tel, n'est pas absorbé par la muqueuse intestinale. Voilà. Pour qu'il soit absorbé, il faut qu'il soit organifié, c'est-à-dire qu'il faut y attacher un radical méthyle ou méthylmercure, éthylmercure, et ça c'est très très bien absorbé, parce que c'est organique. Il y a le CH3 ou le CH2, CH3, éthylmercure. Il revient. Il est trop mignon. J'espère que vous le voyez. Je ne sais pas toujours certain de comment je vise. Et donc, c'est ça le problème, c'est que si vous avez beaucoup de dysbiose, en particulier les levures, mais les bactéries aussi, ça organifie, ça absorbe, sinon ça n'absorbe pas. Et donc, ça c'est crucial. Et puis alors, une bonne fonction thyroïdienne donne une bonne fonction hépatique. Je vous rappelle qu'en hypothyroïdie, vous avez un hypofonctionnement hépatique, tout comme vous avez un hyperfonctionnement hépatique en hyperthyroïdie. Donc, si vous avez quand même une bonne fonction hépatique, le peu que j'ai pour me débarrasser du mercure, que ce soit ce qui me reste de la catéchol au méthyltransférase, donc une méthylation par la COMT, ou alors l'acétylation. J'ai a priori une N-acétyltransférase qui est fonctionnelle. Je pense même l'avoir testé à une époque, elle était bonne. Et je m'assure toujours de prendre de la N-acétylcystéine parce que je dois compenser mon crash avec la conjugaison au glutathion qui n'est pas possible faute de GST-M1. Et donc l'acétylation remplace et peut parfaitement, vu que c'est de l'acétylcystéine, si vous voulez, le problème c'est que ces métaux lourds se fixent sur un soufre. Et c'est ce qu'il y a dans le glutathion. Hein, il y a un radical soufré, mais bon, faute de glutathion, on se rabat sur la N-acétylcystéine. La cystéine dans la N-acétylcystéine contient ce soufre et fait le travail en remplacement. C'est peut-être moins glamour, mais ça marche.
Et d'ailleurs, dans le glutathion, c'est un tripeptide, le glutathion. Et le peptide qui fixe les métaux lourds, c'est aussi la cystéine, qui est un des 3 acides aminés du tripeptide, qui est le glutathion. Voilà. Donc, vous voyez, pour comment on s'en sort, Goliath, viens un peu ici maintenant. Il va finir, il y a un chien, un grand chien en plus chez ces gens-là. Il n'est pas méchant, mais... Goliath, c'est par ici que ça se passe. C'est ici la vidéo. Allez, viens. Bon, donc voilà, ça c'était intéressant à dire aussi. Alors, il y a plein de métaux qui sont contenus dans tout un tas de pièces métalliques dans la bouche, et parfois on retrouve ça dans les analyses. Et alors moi je dis, est-ce qu'il y a tel ou tel métal, je ne vais pas les citer, je ne sais pas, le nickel par exemple, c'est peut-être quand même un qui est intéressant à mentionner, mais il y en a d'autres. Et je retrouve ça dans les analyses, des empoisonnements au nickel, et puis finalement, on se rend compte que c'est bien Goliath. Oui, ici. Il connaît, il ne voit peut-être pas, mais je ne sais pas ce qu'il fait pour s'y retrouver, sans voir. Allez, viens, c'est très très bien, un très bon chien. Et donc, ce nickel, il sointe, il fouille à partir de tout un tas d'appareillages dentaires. Alors, je renvoie les gens chez leur dentiste, je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Truc métallique en bouche. En général, ils ne le disent pas, ils ne veulent pas le dire, ou ils ne le savent pas. Enfin, c'est assez perturbant. Enfin bon, je vous dis, je ne fais pas une vidéo de dentiste. Je ne me prends pas ni pour un vétérinaire, ni pour un dentiste. Vous me posez des questions sur la santé des animaux, c'est sympathique, mais je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas les qualifications. Et donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Je voulais vous parler, pour finir, de la gingivite. Ça, c'est encore une expérience personnelle. Ça fait maintenant un bon bout de temps, 6 mois, 9 mois, 1 an. Il voit. Oui, il revoit, je ne sais pas. Ou alors il me fait la petite plaisanterie qu'il ne voit pas pour être chouchouté et papouillé toute la journée. Alors là, vous avez le sphinx de Gizeh en taille réduite. La pouloute. Donc, c'est la gingivite. J'ai quand même souvent eu, quasiment toute ma vie, des gencives un peu sensibles. Pas catastrophiques, rarement saignantes, ça il y a longtemps, mais depuis j'ai quand même tout à fait changé, et mon alimentation, et mon microbiote intestinal, etc. Tout un travail qui s'est fait sur une longue période, en s'inspirant de ce que je fais faire aux autres, parce que je me prends comme premier cobaye et puis comme premier patient. Et j'ai fait des progrès extraordinaires sur ce thème de la gingivite. Maintenant, je n'ai rien du tout comme gingivite. J'ai des gencives parfaites, aucune sensibilité, aucun saignement, bien entendu, ça il y a longtemps qu'il n'y en a plus, aucune petite douleur. Oui, alors tous les dentifrices pour ne pas avoir mal, enfin bon, Dieu sait ce qu'il y a encore là-dedans. Non, ça c'est la santé intestinale. Intestin sain, pas de gingivite. Et avant que je n'oublie, l'histoire de la gingivite, c'est quelque chose d'absolument emblématique. Elle est corrélée à tous les problèmes que vous pouvez imaginer, en particulier les pathologies cardiovasculaires, 36 problèmes de croissance chez les enfants. Enfin, ça ne sert même à rien que je vous énumère des choses. Quasiment, vous allez trouver tous les articles possibles imaginables qui donnent des corrélations entre des gingivites peut-être significatives ou sévères et toutes les pathologies possibles imaginables qui ne sont pas des pathologies buccales, qui sont des pathologies générales. Alors, quand l'intestin va, tout va, je me tue à vous le dire, mais quand l'intestin va, la gencive va, et quand la gencive va, tout le reste va. Ah oui, logique ça. La gencive n'est jamais que le début du tuyau qu'un peu plus loin on appelle intestin. Vous comprenez ça? C'est la même tuyauterie. Bon, pas besoin de guide ici. Donc c'est extraordinairement important. Et alors ce que je voulais vraiment souligner,
c'est que, et ça j'adore parce que ça alimente mon obsession, vous allez l'appeler ma phobie, c'est que sur toutes les recherches qu'on a sur les ossements, on est reparti dans l'anthropologie et dans la paléontologie, ici pas dans la paléogénomique, pas encore, mais bon, allez savoir, c'est que tout ce qu'on a pu examiner sur des crânes fossiles, bon là, je me méfie de... Oh oh, Goliath. Ryan. Oui, il se passe des choses. Et là, on est sur la route. Alors, hein, Goliath. Bonjour, bonsoir, parce qu'on va bientôt avoir fini. Eh bien, c'est très simple. Paléolithique, bonne santé buccale. Pas de signes. Évidemment, c'est sur les os, mais bon, je sais pas, ils savent déterminer ça. Je ne pourrais pas aller trop loin dans les détails, mais le fait est que paléolithique, bonne santé buccale. Néolithique, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, catastrophe. Catastrophe. Catastrophe buccale, le néolithique. Gingivite, tous azimuts. Abcès. Je vous ai déjà montré des photos dans certaines vidéos qui n'étaient même pas du néolithique, qui étaient déjà du mésolithique, où les sucres et les glucides ont commencé à envahir l'alimentation humaine. Et donc le néolithique, c'est un cataclysme. Et le néolithique, c'est quoi? Ben, ce sont les céréales. Et moi, je suis anti-céréales. J'aime pas les céréales. Je tolère un peu plus pour les E4, parce que, bon, il faut quand même bien qu'ils mangent quelque chose. On leur déconseille les graisses saturées, il faut qu'ils mangent quelque chose. Mais mes patients E3, j'aime pas qu'ils mangent des céréales. Moi, je ne mange pas de céréales. Et mes patients E2, je interdis, banni, pas de céréales, surtout pas. Et donc, les céréales, je vous renvoie à ma vidéo, hein, ne vous fiez pas aux céréales, où là je vous en parle sur toute une vidéo. Donc, céréales égale gingivite, égale cataclysme, parce que tout est enflammé, tout est infecté, c'est à la fois des phénomènes inflammatoires et infectieux. Hein. Ces gencives enflammées, douloureuses, sensibles, saignantes, sont bourrées de microbes. Le microbiote buccal est différent du microbiote intestinal. Je commence une collaboration avec une nouvelle collègue qui, elle, est passionnée par le microbiote buccal. Vous en entendrez reparler, certainement grâce à elle. On fera peut-être un webinaire où ça sera inclus dans le sujet, en 2024. Et c'est fascinant. Beaucoup de protozoaires. Donc, il y a toute une faune de protozoaires, et c'est pour ça que le flagile, qui est un antiprotozoaire, fonctionne bien sur les infections gingivales buccales. Mais a beaucoup d'effets secondaires et donc délicat à manipuler. Bon voilà, écoutez, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Il fait délicieux, il a fait trop chaud pendant la journée. Bon là, il n'y a pas de vent, le vent est tombé, il y avait un vent de fou pendant la journée. J'ai vraiment bien fait de shooter tard, d'improviser ceci. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Ok? Bye bye.